Bonjour, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est la forme non verbale de la communication. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, sans avoir jamais rencontré votre interlocuteur auparavant, le courant est passé? Ou pas? Dès les premières minutes de votre entrevue. Des expressions de la vie courante illustrent d'ailleurs à merveille cette communication non verbale. On est sur la même longueur d'onde, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir. Là, ce sont les différentes expressions qu'on utilise quand la personne n'est pas là. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si en présence de votre interlocuteur, le non-verbal, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le non-verbal ou la communication non-verbale? C'est ce qu'on verra sur cette vidéo. La plupart des gens, quand ils préparent leur discours, leur cours pour les professeurs ou n'importe quelle discussion, ils prêtent plus attention à ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire au verbal, sans prêter attention au non-verbal. Et pourtant, la communication non-verbale a une grande influence sur nos relations avec autrui. Certes, si nos paroles ont un impact certain, il ne faut pas oublier que notre gestuelle, notre attitude, notre regard en disent bien plus que les mots. Alors, comment décoder ces éléments non verbaux? Comment les utiliser pour mieux communiquer? C'est ce qu'on verra tout de suite. Avant même de comprendre le sens des mots, l'auditoire, soit il est charmé, soit irrité par le son et la voix. Pour être conscient de son impact, il faut comprendre son mécanisme. Et pour maîtriser les effets de la voix, il faut travailler son placement, le volume, le débit, l'articulation et l'accentuation. Alors, pour se faire entendre, il y a l'emplacement de la voix. Le son, il naît dans le larynx. Le souffle, en passant, il fait vibrer les cordes vocales et produit une note. Cette note est transmise par le pharynx, la bouche et le nez. Ce sont les trois résonateurs. La bonne qualité de la voix, elle dépend de l'équilibre réalisé entre ces trois résonateurs. Ainsi, soit on trouve une résonance trop pharynxée, qui donne une voix qui est sourde, caverneuse, ou une résonance trop buccale, qui donne une voix rauque et autoritaire. Et la troisième, c'est une résonance trop nasale, qui donne une voix fluette nasillarde. En ce qui concerne le volume, là, il faut prêter attention à ce point-là. Parce que pour se faire écouter, il faut d'abord se faire entendre. Une voix qui est trop faible, elle exige de l'auditoire un effort d'attention qui finit bien par aucune écoute de la part de l'auditoire. De la même façon, si la voix elle est trop forte, ça provoque un petit peu une gêne au niveau de l'auditoire qui se fatigue facilement. Maintenant, pour se faire comprendre, il y a l'articulation, il y a le débit et il y a les pauses et silences et l'intonation. Ce qu'on entend par l'articulation. Bien articulé, il consiste à détacher et enchaîner correctement les syllabes. C'est le contraire de bredouiller ou d'avaler les mots. Donc, l'articulation, elle donne de la netteté à la parole. Pour le débit, ce qu'on entend par le débit, c'est la vitesse à laquelle l'orateur il parle. Il faut faire attention, un débit qui est lent, calme, il confère de la gravité aux propos. Par contre, un débit qui est précipité signifie agitation, nervosité. Cependant, la régularité trop respectée du débit, elle engendre la monotonie. C'est pourquoi il faut varier les changements de vitesse pour stimuler l'intérêt de l'auditeur. Maintenant, pour les pauses et silences.
Ce qu'on entend par les pauses et silences, tout simplement, ce sont les arrêts plus ou moins longs. Ils constituent une sorte de ponctuation orale. Ce sont des moyens qui sont très efficaces quand ils sont bien maîtrisés pour retenir ou attirer une attention défaillante, bien sûr de l'auditoire. Par exemple, s'il y a un arrêt sur un point important, automatiquement l'auditoire il va comprendre que le point est essentiel. Sinon, s'il y a un arrêt après une question, l'auditoire il comprend automatiquement que quelqu'un doit prendre la parole et répondre. Et enfin, s'il y a un arrêt au milieu d'une phrase, alors l'auditoire il regarde et cherche à comprendre ce qui se passe. Et on utilise cet arrêt au milieu d'une phrase pour attirer l'attention de l'auditoire. Maintenant, l'accentuation et l'intonation. L'accentuation, c'est insister sur une syllabe ou bien sur un mot. Mettre l'intonation, c'est changer la hauteur de la voix en jouant sur ces deux éléments. La personne traduit des sentiments. Le regard. Ne dit-on pas qu'il est le miroir de l'âme? Au-delà de cette formule, le regard renvoie un maximum d'informations à celui qui sait le décrypter. Mais malheureusement, peu de gens qui prennent en considération cet élément essentiel de la communication non verbale. Parce qu'un contact visuel suffit parfois à donner la réponse à une question. L'intensité de ce dernier peut mettre à l'aise la personne vers qui il est tourné, ou bien au contraire la mettre mal à l'aise, voire même à la déstabiliser ou l'effrayer. Le regard peut être présent, appuyé, fixe, instable, fuyant, tourné vers le haut ou vers le sol, droit ou bien distrait. Et il envoie différentes informations. Avec un regard, je peux dominer, manipuler, fuir, exprimer une anxiété, un agacement, un ennui ou une colère, de la chaleur ou bienveillance. C'est pour ça il faut bien prendre soin de regarder votre ou vos interlocuteurs dans les yeux. Je répète, il faut bien regarder votre auditoire dans les yeux sans être toutefois trop insistant pour ne pas les mettre mal à l'aise. Aussi, il faut faire attention, le regard il diffère quand on s'adresse à une seule personne ou à un petit groupe ou à un grand groupe. Quand il s'agit d'un petit groupe ou un groupe moyen, la technique elle est simple. Le contrôle d'écoute et de compréhension peut se faire par un échange de regards individuels. Si l'orateur regarde quelqu'un que cette personne ne lui rend pas son regard, automatiquement il va chercher un autre participant qui est plus disponible. Son attention fixée sur une seule personne risque de provoquer une gêne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours, en parlant, regarder une seule personne parce que cette personne, ça peut la rendre mal à l'aise. Mais à regarder à titre de rôle chacun des individus de l'auditoire. Mais si le groupe il est grand, il est impossible de vouloir établir un contact avec chaque participant. C'est impossible. Donc les mouvements du regard, il englobe davantage de personnes, c'est-à-dire regarder dans toutes les directions. Il arrive parfois que l'orateur ait à affronter un groupe qui est hostile. Alors comment il va procéder? Donc dans ce cas-là, le regard modifie sensiblement le rapport de force. Si l'orateur regarde chacun des participants avec attention, chaleur et disponibilité, il parvient à faire naître chez cet auditoire, qui au début était tenté de devenir des opposants, ce rôle d'auditeur attentif et disponible.
Il ne faut pas oublier aussi que le regard, il accroche sans appuyer et il faut aussi jouer avec le regard. C'est-à-dire comment jouer avec le regard. Parfois, en s'adressant à un auditoire, bien sûr sans support, on risque d'avoir un trou de mémoire. Donc, un trou de mémoire, la majorité, quand ils ont un trou un trou de mémoire, pardon, ils bloquent, ils essayent de fuir l'auditoire. Au contraire, il faut continuer à les regarder un par un et comme ça, automatiquement, le discours, il va revenir automatiquement. Et il ne faut pas oublier à la fin que le regard, il offre une image de soi. Parce que lorsqu'on est amené à dire par exemple quelque chose à quelqu'un et que cette personne a un regard fuyant, de multiples interprétations, il viennent à l'esprit. Bien sûr, elles sont toutes négatives. On peut dire que cette personne, elle est taxée de menteuse, d'hypocrisie ou elle est méprisante.